Au dîner de Noël, devant toute la famille, ma mère m'a hurlé au visage, « Tu ne fais que prendre, tu n'as jamais rien donné à cette famille. » Ma propre sœur a renchéri, me disant de partir si j'avais un peu de dignité. Je suis donc partie, en silence. Une semaine plus tard, ma mère m'appelait, en larmes, pour me demander pourquoi le loyer n'était plus payé. Ma seule réponse, envoyée par texto, fut « Demande au Père Noël ». Cette histoire, c'est celle de ma libération. Avant d'entrer dans les détails de ce Noël qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'aime savoir que nous partageons ce moment ensemble, peu importe la distance. Je m'appelle Aliénor, j'ai 32 ans. Je vis dans une petite ville historique de Normandie, où les maisons à colombages se penchent les unes vers les autres comme pour se raconter de vieux secrets. Mon métier, c'est conseillère en gestion de patrimoine. J'aide les gens à planifier, à sécuriser leur avenir. Une ironie cruelle, quand on sait que mon propre avenir était depuis des années entièrement hypothéqué par les besoins insatiables de ma famille. Tout a commencé il y a 17 ans, le jour où mon père, Hervé, est parti. Il était mon roc, mon guide. Un homme simple, un artisan menuisier dont les mains calleuses pouvaient créer de la beauté à partir d'un simple morceau de bois. C'est lui qui m'a appris la valeur de l'argent, non pas comme un but, mais comme un outil. L'argent doit servir à construire, pas à combler des vides, ma puce, me disait-il souvent. Il est mort d'une crise cardiaque foudroyante. J'avais 15 ans. Ce jour-là, devant son cercueil, j'ai fait une promesse silencieuse, une promesse d'enfant écrasé par le chagrin, « Ne t'inquiète pas, papa. Je m'occuperai d'eux. Je serai celle qui construira pour la famille. » Cette promesse, je l'ai tenue au-delà de toute raison. Elle est devenue ma cage dorée, puis ma prison de fer. Dès mes 18 ans, tout en poursuivant mes études en finance, je jonglais entre les petits boulots. L'argent que je gagnais ne servait pas à m'acheter des vêtements à la mode ou à sortir avec mes amis. Il partait directement sur le compte de ma mère, Bernadette. Au début, c'était pour les courses, les factures. Puis, c'est devenu plus. Beaucoup plus. Ma mère, après la mort de papa, s'est accrochée à son rêve à lui, une petite boutique de souvenirs et de produits du terroir, le charme normand. C'était une belle idée, mais Bernadette n'a jamais eu la bosse du commerce. Elle était incapable de gérer un budget, de négocier avec les fournisseurs. La boutique perdait de l'argent, un puits sans fond. Pour que le rêve de mon père ne meure pas une seconde fois, j'ai commencé à payer. D'abord une partie du loyer. Puis tout le loyer, 2 000 € par mois. Puis il a fallu payer les fournisseurs, renouveler les stocks de cidre, de calvados, de bibelot. 5 000 € de plus, certains mois. Chaque mois, 7 000 € sortaient de mon compte pour maintenir à flot une boutique qui ne serait jamais rentable. Il y a eu des soirs où, après une journée de travail épuisante, je dînais d'une simple soupe en sachet pour pouvoir boucler mon propre budget, tout en sachant que des milliers d'euros partaient pour financer son passe-temps coûteux. Et puis il y avait mon petit frère, Thibaut. À 22 ans, il poursuivait un diplôme dans une école d'art privée et très chère à Paris. 10 000 € de frais de scolarité par an. Payés par mois. Son logement, son matériel, ses sorties, tout venait de moi. Quand il m'appelait à minuit pour me demander 500 € pour un projet artistique urgent, je virais l'argent, même si cela signifiait puiser dans le peu d'épargne que j'essayais de me constituer. Et ma grande sœur, Coralie. 35 ans, assistante marketing avec un salaire correct, mais un train de vie de starlette. Elle se plaignait toujours d'être à découvert. Alors, depuis des années, je payais les mensualités de sa Peugeot dernier cri. 400 € par mois. Elle ne m'a jamais proposé de me rembourser. L'argent était un dû. Je ne comptais plus les extras, les vacances de ma mère, le nouvel ordinateur de Thibaut, la caution pour l'appartement, trop chic, de Coralie. Des dizaines, des centaines de milliers d'euros en 17 ans. Et en retour? Pas un merci. Pas une seule fois. Ma mère se vantait de sa boutique devant les touristes. Coralie postait des photos de ses soirées luxueuses sur Instagram. Thibaut parlait de son génie artistique incompris. Et moi, j'étais le fantôme bienveillant,
le distributeur de billets sans visage. J'étais la fondation invisible de leur vie, mais une fondation qu'on piétine sans même y penser. Cette promesse faite à mon père était devenue une prison. Et je ne savais pas encore que, ce Noël, les murs de cette prison allaient s'effondrer de la manière la plus brutale et la plus douloureuse qui soit. Ce soir de Noël, j'avais pourtant essayé. J'avais mis de côté la fatigue, l'amertume qui me rongeait depuis des mois. J'avais décidé que cette année, ce serait différent. J'avais besoin de croire que la magie de Noël pouvait encore opérer, même dans notre famille fracturée. J'avais donc tout organisé et tout payé. La dinde farcie au marron qui dorait dans le four, les bouteilles de Chablis et de Saint-Émilion qui attendaient sur la nappe blanche immaculée, même les bûches qui crépitaient dans la cheminée de la maison dont je payais le loyer. J'avais tout fait pour recréer l'illusion d'une famille heureuse, unie, comme au temps de papa. Une illusion fragile, qui allait voler en éclats en l'espace de quelques minutes. Le repas avait commencé dans une ambiance faussement cordiale. Ma mère, Bernadette, trônait en bout de table, racontant à des voisins invités pour l'occasion comment ses ventes à la boutique avaient été exceptionnelles ce mois-ci, omettant de préciser que c'était grâce aux 5 000 € que je venais d'injecter pour le stock de Noël. Coralie, ma sœur, paradait avec son nouveau smartphone, se vantant d'un projet au travail qu'elle n'avait même pas commencé. Elle portait une robe de créateur que je savais pertinemment hors de ses moyens, et je sentis une pointe de colère me piquer le cœur en pensant à la mensualité de sa voiture que j'avais payée 3 jours plus tôt. Thibaut, mon frère, était dans son monde, griffonnant sur une serviette, les écouteurs à moitié enfoncés dans les oreilles, ignorant tout le monde. Il était le produit parfait de notre dynamique familiale, un jeune homme qui n'avait jamais eu à se soucier de rien, et qui trouvait cela parfaitement normal. J'essayais de participer, de sourire, de poser des questions. Mais mes efforts se perdaient dans le vide. Et puis, au milieu du plat principal, le piège s'est refermé. Ma mère a posé ses couverts avec un bruit sec. Le sourire sur son visage s'est évaporé, remplacé par une expression dure que je ne connaissais que trop bien. Aliénor, a-t-elle commencé d'une voix forte, assez pour que les voisins et les autres invités se taisent. Je remarque que cette année, tu n'as même pas daigné participer pour les nouvelles décorations du sapin. Vraiment, tu es d'une avarice avec ta famille, c'en est gênant. Le silence est tombé, lourd, pesant. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Avare ? Moi ? Celle qui venait de dépenser près de 1 000 € pour ce seul repas ? Coralie a sauté sur l'occasion, son regard brillant de méchanceté. Elle adorait ces moments. Maman a raison, Aliénor. Franchement, ton égoïsme est parfois difficile à supporter. Tu ne fais que prendre, tu n'as jamais rien apporté de réel à cette famille. Le mot « prendre ». Ce mot m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Prendre ? J'ai cherché du soutien du côté de Thibaut. Nos regards se sont croisés une seconde. Il a simplement haussé les épaules, un air d'ennui sur le visage, avant de se replonger dans son dessin. Pour lui, ce n'était qu'un bruit de fond familier. Il n'a pas vu que pour moi, c'était un tremblement de terre. Ma mère n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant, sa voix montant d'un cran. Tu te crois au-dessus de nous avec tes airs de femme d'affaires, mais tu n'as jamais rien fait pour que cette famille soit fière de toi. Jamais. Je sentais les regards des voisins sur moi, gênés, curieux. C'était une humiliation publique, orchestrée de main de maître. Coralie a porté le coup de grâce, avec un petit rire cruel. Si tu avais un minimum de respect pour toi-même, tu partirais. Arrête de nous tirer vers le bas avec ta négativité. C'en était trop. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenu de mon père, de sa dignité silencieuse face à l'adversité. Une force tranquille s'est emparée de moi. J'ai lentement repoussé ma chaise. Le bruit du bois sur le carrelage a résonné dans la pièce silencieuse. Je me suis levée. J'ai regardé ma mère, ma sœur, mon frère. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient, des étrangers qui vivaient à mes crochets. J'ai posé ma serviette sur la table et, sans un mot, j'ai tourné les talons. C'est ça, fais ta crise, comme d'habitude, a lancé ma mère dans mon dos. Bon débarras, a ricané Coralie. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, ce n'était pas juste une porte. C'était la porte de ma vie d'avant,
une vie de sacrifice et d'ingratitude. Et je savais, en sentant l'air glacial de la nuit normande sur mon visage, que je ne la rouvrirais plus jamais. La solitude de ma voiture était un refuge. Assise dans le noir, le moteur éteint, je regardais les lumières chaudes de la maison que j'avais payée, une maison où je n'étais plus la bienvenue. Les rires que j'entendais à travers les fenêtres me semblaient venir d'une autre planète. La colère et la tristesse tourbillonnaient en moi, si intenses que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. 17 ans. 17 ans de chèques signés, de nuits blanches à m'inquiéter pour leurs factures, de rêves mis de côté pour financer les leurs. Et tout ça pour être qualifié d'avare. D'égoïste. De poids mort. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement que je n'avais jamais vraiment eu le temps de décorer, trop occupée à maintenir le grand standing des autres. La nuit a été longue, blanche. J'ai arpenté mon salon, rejouant la scène encore et encore dans ma tête. Chaque mot, chaque regard méprisant. Et une question revenait sans cesse, pourquoi ? Pourquoi avais-je laissé les choses aller si loin ? La promesse faite à mon père était une chose. Mais s'était-elle transformée en une excuse pour ma propre lâcheté ? La peur de les perdre, la peur de ne plus être utile, la peur d'être seule. Toutes ces peurs m'avaient enchaînée. Vers 3 heures du matin, épuisée, je me suis effondrée sur mon canapé. Mon téléphone était sur la table basse. Une partie de moi, cette partie conditionnée par des années de sacrifice, me hurlait de les appeler. De m'excuser, juste pour calmer le jeu. Pour que tout redevienne normal. C'est ça, la manipulation, elle vous fait croire que leur chaos est votre paix. C'est amer, me soufflait une petite voix perfide dans ma tête. Elle est malheureuse, elle ne pense pas ce qu'elle dit. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts, tremblants, ont composé le numéro de ma mère. J'étais à une seconde de trahir la femme que je voulais devenir, pour apaiser le fantôme de la fille que j'avais été. C'est à cet instant précis qu'un message a illuminé l'écran. C'était Manon, ma meilleure amie, la seule personne qui connaissait toute l'étendue de la situation. Le message disait simplement « J'espère que tu es bien rentré. N'oublie pas qui tu es. Ne les laisse pas te faire douter. Surtout, ne les appelle pas. Pas ce soir. » Ce message a été l'électrochoc. La bouée de sauvetage. Manon avait raison. En cet instant de doute extrême, elle m'a rappelé que je n'étais pas seule et que ma valeur ne dépendait pas de leur approbation. J'ai effacé le numéro de ma mère de l'écran. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel commençait à peine à pâlir. Un nouveau jour se levait. Et avec lui, une nouvelle Aliénor. Je me suis levée, je suis allée dans ma cuisine et j'ai préparé le café le plus fort de ma vie. Assise à ma table, alors que le soleil inondait la pièce d'une lumière froide et claire, j'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai dressé la liste de tous les liens financiers qui me reliaient à eux. C'était une liste longue, une liste de chaînes. Loyer de la maison. Loyer et charges de la boutique. Frais de scolarité de Thibaut. Mensualité de la voiture de Coralie. Leurs abonnements téléphoniques. Leur assurance habitation. En regardant cette liste, je n'ai pas ressenti de la colère. J'ai ressenti une clarté absolue. Ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Une question de survie. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. Mais un filet ne peut pas retenir des gens qui sautent dedans volontairement, encore et encore, sans jamais essayer de grimper par eux-mêmes. J'ai bu mon café d'un trait. Le plan était clair dans ma tête. Chaque point de cette liste allait être rayé. Définitivement. Et vous ? Que auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous continué à payer, pour la paix de la famille ? Ou auriez-vous coupé les ponts comme je m'apprêtais à le faire ? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent énormément. Ce matin-là, je n'ai pas seulement décidé de reprendre mon argent. J'ai décidé de reprendre ma vie. Et chaque appel que j'allais passer serait un pas de plus vers ma liberté. La décision était prise, mais l'exécution demandait un calme que je devais puiser au plus profond de moi. Le premier jour ouvré après Noël, je me suis installée à mon bureau, non pas en tant que la fille ou la sœur, mais en tant que la gestionnaire de patrimoine que j'étais. Il était temps de gérer mon propre patrimoine, le plus précieux de tous, ma santé mentale et financière.
Le premier appel fut le plus difficile, car il était le plus symbolique. C'était à ma banque. Bonjour, je souhaiterais annuler l'ensemble des virements permanents programmés sur mon compte, ai-je dit d'une voix que je m'efforçais de rendre neutre. La conseillère à l'autre bout du fil a listé les virements. Alors, nous avons le virement pour le loyer de la maison A, le virement pour la boutique Le Charme Normand, le virement pour la société de crédit automobile. Vous voulez tout annuler? Vous êtes sûre, madame? Sa question était purement procédurale, mais pour moi, elle résonnait. Étais-je sûre? Sûre de démanteler le système que j'avais moi-même construit pendant 17 ans? Oui, ai-je répondu, et le mot est sorti plus fermement que je ne l'aurais cru. Absolument certaine. En raccrochant, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La première chaîne venait de tomber. Le deuxième appel était pour le propriétaire de la boutique. Je lui ai expliqué calmement que je mettais fin à mon engagement de caution solidaire. Il était abasourdi. Mais, madame, sans votre garantie, la boutique ne peut pas continuer. Madame Laurent n'a jamais été en mesure de payer un loyer seule. C'est exact, ai-je répondu. C'est pourquoi je vous préviens dès aujourd'hui. Ce sera à elle de trouver une solution. C'était dur, mais nécessaire. Le rêve de mon père était devenu le cauchemar de ma mère et ma prison financière. Il était temps d'y mettre un terme. Ensuite, je me suis connecté au portail de l'école d'art de Thibaut. J'ai navigué jusqu'à la section des paiements. Là, en gros et en gras, il y avait mon nom et les détails de ma carte de crédit, enregistrée pour le prochain prélèvement. J'ai cliqué sur « Supprimer ce moyen de paiement ». Un clic. Un simple clic pour mettre fin à des années de laxisme. Il allait devoir faire face à la réalité, comme tous les autres étudiants. Enfin, l'appel à la société de financement pour la voiture de Coralie. Ce fut le plus rapide. Je ne suis pas la titulaire du contrat, je ne peux donc pas l'annuler. Mais je peux et je vais stopper l'autorisation de prélèvement sur mon compte. C'était mon droit le plus strict. La prochaine échéance serait rejetée. À la fin de la matinée, c'était fait. Toutes les tentacules financières qui me liaient à eux avaient été sectionnées. Je me sentais étrangement vide, mais aussi incroyablement légère. C'était le calme avant la tempête. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, la tempête a éclaté. Le premier appel venait de ma mère. Je n'ai pas répondu. Le message vocal qu'elle a laissé était empreint de panique et d'indignation. Aliénor, l'agence immobilière vient de m'appeler. Le virement pour le loyer n'est pas passé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une erreur, j'espère. Rappelle-moi immédiatement. 1 heure plus tard, un autre message, plus agressif. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Après ton caprice de Noël? Tu es en train de nous mettre à la rue. Tu n'as pas le droit. Puis ce fut le tour de Thibaut. Un SMS. Hey, l'école dit que le paiement a été refusé. T'as un problème avec ta carte? Règle ça vite STP. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre SMS, en majuscule cette fois. Mais réponds. Je vais me faire virer à cause de toi. Tu es en train de gâcher ma vie. Coralie a été la dernière, mais la plus virulente. Un message vocal dégoulinant de venin. Alors comme ça, la petite princesse a décidé de couper les vivres? Ma voiture. Le paiement a été rejeté. Tu te prends pour qui, sérieusement? Tu vas voir ce que ça va te coûter. Tu es tellement égoïste, ça a toujours été ton problème. Ils ne demandaient pas, pourquoi. Ils ne se demandaient pas s'ils avaient une part de responsabilité. Ils n'ont pas mentionné le dîner de Noël. Ils m'accusaient. Ils exigeaient. Ils ne voyaient en moi qu'une fonction, un service qui avait été interrompu. Le soir, un dernier appel de ma mère. En larmes, cette fois. Je l'ai laissé parler sur la messagerie. Aliénor, je t'en supplie, le propriétaire va nous expulser. Qu'est-ce qu'on va devenir? Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un texto, une simple question qui résumait toute son incompréhension et son déni. Pourquoi le loyer n'est plus payé? J'ai regardé ce message. J'aurais pu lui expliquer, lui lister les 17 années d'abus. Mais à quoi bon?
Il n'entendrait pas. Alors, j'ai choisi la simplicité. Une réponse courte, glaciale, définitive. 4 mots qui mettaient un point final à mon rôle de sauveuse. Demande au Père Noël. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué leur numéro. Ce n'était pas un acte de haine. C'était un acte de préservation. Je savais que ma sœur, blessée dans son orgueil et privée de son confort, n'allait pas en rester là. Elle allait rendre cette guerre publique. Et elle allait essayer de détruire la seule chose qu'il me restait, ma réputation. Ma sœur Coralie a toujours maîtrisé l'art de la mise en scène. Toute sa vie était une construction savante destinée à impressionner les autres sur les réseaux sociaux. Privée de l'argent qui finançait cette illusion, elle a retourné son arme de prédilection contre moi. Elle a décidé de me détruire, non pas en privé, mais sur la place publique de notre petite ville normande, le groupe Facebook local. Un matin, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. C'était Manon. Aliénor, ne panique pas, mais tu dois voir ce que Coralie a publié. J'ai ouvert Facebook le cœur battant. Et là, épinglé en haut du groupe « Les amis de nom de la ville », il y avait une longue publication de ma sœur. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Le texte était accompagné d'une photo d'elle et de ma mère, l'air abattu, assise devant la vitrine de la boutique. Le message commençait ainsi: « Chers amis et voisins, c'est avec une immense tristesse que je dois partager avec vous une épreuve familiale terrible. » Elle y décrivait une mère courageuse, Bernadette, qui s'était battue toute sa vie pour maintenir le commerce familial après la mort de son mari. Elle parlait d'un frère artiste talentueux, Thibaut, sur le point de percer. Et puis, elle parlait de moi. Elle ne m'a pas nommé directement au début, parlant d'une « sœur qui a bien réussi financièrement ». Elle a ensuite peint le portrait d'une personne froide, calculatrice et sans cœur qui, dans un accès de colère égoïste après une petite dispute de Noël, avait décidé de « punir » sa famille en lui coupant les vivres du jour au lendemain. Elle a menti effrontément, affirmant que ses « petites contributions » et le travail acharné de sa mère suffisaient à peine, et que mon aide était un « soutien ponctuel » que j'avais retiré par pure méchanceté, mettant en péril la boutique, les études de notre frère et la maison familiale. La publication se terminait par une phrase assassine: « Certaines personnes oublient d'où elles viennent. L'argent ne remplace pas un cœur. Priez pour nous. » L'effet a été immédiat et dévastateur. Les commentaires ont afflué par dizaines. Des gens que je croisais tous les jours à la boulangerie, des connaissances, des amis de mes parents. Quelle honte! Comment peut-on faire ça à sa propre mère? Je suis choquée. Pauvre Bernadette, elle qui est si gentille. L'argent rend vraiment les gens mauvais. Courage à vous, Coralie. Je lisais ces commentaires, les larmes aux yeux. Ma réputation, que j'avais mis des années à construire, était en train d'être démolie en quelques heures par une série de mensonges. Je me sentais salie, exposée, jugée par toute ma communauté. Mais Coralie ne s'est pas arrêtée là. Elle est passée à l'étape suivante, l'attaque professionnelle. J'ai reçu un appel d'un de mes plus anciens clients, un agriculteur à la retraite pour qui je gérais les placements. Il était mal à l'aise. « Aliénor, excusez-moi de vous déranger. J'ai reçu un email anonyme hier. Il disait, eh bien, il insinuait que vous aviez des problèmes familiaux graves liés à l'argent et que vous n'étiez peut-être pas la personne la plus fiable pour gérer les économies des autres. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. » Coralie était en train de saboter mon travail. Elle essayait de me priver de mes moyens de subsistance. C'était une déclaration de guerre totale. Alors que j'étais au bord de l'effondrement, une autre notification est apparue. C'était sur le même groupe Facebook. Manon avait publié une réponse. C'était une réponse factuelle, calme, mais implacable. Chers amis et voisins, puisque la vie privée de mon amie Aliénor a été jetée sur la place publique, je pense qu'il est temps de rétablir quelques vérités. Elle a ensuite listé, point par point, la réalité de la situation, sans jamais être agressive. Elle a parlé des 7 000 € mensuels pour la boutique, des 10 000 € annuels pour l'école de Thibaut, des 400 € mensuels pour la voiture de Coralie. Elle a parlé des 17 années de sacrifice. Et elle a terminé par une pièce à conviction irréfutable. Elle a posté une capture d'écran d'une douzaine de virements automatiques de mon compte vers ceux de ma famille, datant de plusieurs années.
Les informations personnelles étaient floutées, mais les montants et les intitulés étaient clairs. Loyer boutique, scolarité Thibaut, prêt Toto Coralie. Aliénor n'a pas retiré son soutien ponctuel, a-t-elle écrit en conclusion. Elle a simplement cessé d'être l'unique source de revenus d'une famille d'adultes parfaitement capables de travailler. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est du courage. Le silence qui a suivi sa publication a été assourdissant. Puis, lentement, les réactions ont changé. Certains ont effacé leurs commentaires précédents. D'autres ont commencé à liker le post de Manon. J'ai même reçu quelques messages privés d'excuses. La marée était en train de tourner. Mais je savais que ma mère, acculée, allait jouer sa carte la plus désespérée. Elle allait utiliser l'arme ultime de la manipulation, la maladie et la pitié. Et cette attaque serait la plus difficile de tout appareil. Après la publication de Manon, le front public s'était calmé. Coralie était muette, probablement humiliée que la vérité ait éclaté de manière si factuelle. Mais je me méfiais de ce silence. C'était le calme qui précède une nouvelle offensive, plus personnelle, plus vicieuse. Et elle est venue de ma mère. 2 jours plus tard, en pleine réunion avec un client, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai ignoré. Le numéro a rappelé immédiatement. Une angoisse sourde a commencé à monter en moi. J'ai abrégé mon rendez-vous et j'ai écouté le message vocal. C'était la voix d'une femme, qui se présentait comme infirmière à l'hôpital de la ville. Madame Laurent ? Je vous appelle concernant votre mère, Madame Bernadette Laurent. Elle a été admise aux urgences il y a 1 heure suite à un malaise. Elle nous a donné votre numéro. Elle demande à vous voir. Mon sang s'est glacé. Malgré tout. Malgré la haine, la colère, la trahison, la première pensée qui m'a traversé l'esprit a été une peur panique. La peur primale de perdre sa mère. L'infirmière avait parlé de « malaise », un terme vague et inquiétant. Et si le stress de ces derniers jours lui avait vraiment provoqué une crise cardiaque ? Et si j'étais responsable ? La culpabilité, cette vieille amie fidèle, a refait surface avec une violence inouïe. J'ai tout laissé en plan et j'ai foncé à l'hôpital. Durant le trajet, mon esprit était un champ de bataille. La raison me disait de me méfier. C'était trop bien orchestré, trop théâtral. Mais le cœur, lui, galopait d'angoisse. Cette dualité était épuisante. Je ne savais plus qui croire, pas même mes propres instincts. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai trouvé Coralie et Thibaut dans le couloir. Ils arboraient des mines de circonstance, des visages de tragédie grecque. « C'est toi », m'a sifflé Coralie en me voyant. « Tout ça, c'est de ta faute. Tu l'as tué à petit feu. J'espère que tu es fier de toi. » Thibaut, pour une fois, semblait sincèrement inquiet, ce qui n'a fait qu'augmenter ma confusion. Une infirmière m'a conduite à un box. Ma mère était allongée sur un brancard, des électrodes sur la poitrine, une perfusion au bras. Elle avait les yeux fermés et respirait faiblement. Elle avait l'air si fragile. Le moniteur cardiaque à côté d'elle émettait un bip régulier et, à ma grande surprise, plutôt lent et stable. Elle a ouvert les yeux en m'entendant approcher. Des larmes ont coulé sur ses joues. « Aliénor » a-t-elle murmuré d'une voix faible. « Pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Elle a tendu une main tremblante vers moi. Malgré ma méfiance, mon corps a réagi. Je me suis approchée, j'ai pris sa main. Elle était froide. « Les médecins disent » a-t-elle continué, entrecoupée de soupirs. Mon cœur est très fatigué. Le stress. Il parle d'une opération, une procédure coûteuse, que la mutuelle ne couvrira pas entièrement. Je ne sais pas comment je vais faire. Et voilà. La carte maîtresse. Le chantage émotionnel ultime, enrobé de peur et de culpabilité. Elle me demandait de l'argent, là, sur son lit d'hôpital, en insinuant que c'était ma faute si elle y était. Mais quelque chose clochait. L'ambiance générale. Le calme relatif du personnel. Et un détail. Le médecin qui est entré à ce moment-là pour vérifier ses constantes. Je l'ai reconnu. C'était le docteur Renaud, un vieil ami de la famille, un homme connu dans la ville pour sa complaisance et ses arrêts de travail faciles.
Une froide colère a remplacé ma peur. J'ai lâché la main de ma mère. Je me suis tournée vers le médecin. Bonjour docteur. Pourriez-vous me donner le diagnostic exact? S'agit-il d'un infarctus? Quels sont les résultats de l'électrocardiogramme et des enzymes cardiaques? Mon ton était professionnel, précis. Celui d'une femme qui ne se laisserait pas berner. Le docteur a été décontenancé. Il a bafouillé. Eh bien, c'est une forte crise d'angoisse, une poussée de tension. Nous la gardons en observation par précaution. Donc, pas de crise cardiaque? Pas de lésion au myocarde? Ai-je insisté. Non, non, pas à proprement parler. Et cette opération coûteuse dont ma mère vient de me parler? Le silence du médecin a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. J'ai regardé ma mère. Les larmes avaient séché. Son expression n'était plus celle de la peur, mais de la fureur d'avoir été démasquée. C'était une mise en scène. Une comédie sordide pour me faire plier. Ils avaient osé utiliser un hôpital, un faux diagnostic, la peur de la mort, pour essayer de me manipuler. Je n'ai rien dit. J'ai regardé ma mère, ma sœur et mon frère qui venaient d'entrer. J'ai vu leur visage. J'y ai lu la fin de notre histoire. Je leur ai tourné le dos et je suis partie. Cette fois, ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était un dégoût profond. Et la certitude absolue que la prochaine et dernière confrontation n'aurait pas lieu dans un couloir d'hôpital, mais dans le bureau d'un avocat. Vous imaginez jusqu'où ils sont allés? Utiliser la maladie comme une arme. Si vous pensez que c'est le fond de la bassesse, attendez de voir ce qui s'est passé dans le bureau de l'avocat. Je vous promets que la suite va vous surprendre. Alors restez bien avec moi. La visite à l'hôpital avait été la dernière goutte d'eau, celle qui avait éteint la dernière étincelle d'empathie que je pouvais encore ressentir pour eux. Ce n'était plus une affaire de sentiment, mais une affaire de protection. Je devais me protéger légalement et financièrement de leur toxicité. J'ai donc pris rendez-vous avec Maître Valois, un avocat réputé pour son calme et son efficacité redoutable. Je lui ai tout exposé. Les 17 années de soutien financier, la boutique, les études, la voiture, le dîner de Noël, la campagne de diffamation sur Internet, et pour finir, la comédie de la crise cardiaque. Je lui ai apporté des relevés bancaires, des emails, des captures d'écran. J'ai vidé mon sac pendant 1 heure, sans interruption. Maître Valois m'a écouté attentivement, sans jamais me couper. Quand j'ai eu terminé, il a simplement dit, « Vous avez été incroyablement patiente. Et maintenant, vous avez le droit d'être incroyablement ferme. La loi est de votre côté, notamment en ce qui concerne la boutique. » Il m'a expliqué que mon statut de « caution solidaire » sur le bail commercial me donnait non seulement des obligations, mais aussi des droits. Puisque j'avais assumé la totalité des paiements, je pouvais légalement prendre le contrôle de l'affaire pour protéger mon investissement ou m'en retirer, provoquant ainsi sa fermeture. Il a organisé une réunion dans son bureau. Une confrontation formelle, sur un terrain neutre. Je savais que ce serait le dernier acte de notre drame familial. Ils sont arrivés ensemble, comme un bloc. Bernadette, le visage fermé, jouant encore le rôle de la mère fragile et bafouée. Coralie, arrogante, les bras croisés, me foudroyant du regard. Et Thibaut, l'air perdu, suivant les 2 femmes comme une ombre. Ils se sont assis en face de moi, de l'autre côté du grand bureau en acajou. L'atmosphère était glaciale. Ma mère a pris la parole la première, sa voix tremblante de rage contenue. « Aliénor, cette mascarade a assez duré. Tu es en train de tout détruire. Le travail d'une vie. L'héritage de ton père. Comment peux-tu être aussi cruel? La boutique, c'est tout ce qu'il me reste. » Coralie a enchaîné, le ton acerbe. « Tu crois que tu es qui, hein? À jouer les grandes dames avec ton avocat? Tu n'es qu'une égoïste qui a toujours voulu tout contrôler. Tu nous as toujours méprisés. » J'ai laissé les accusations pleuvoir sur moi sans réagir. J'avais entendu ces mots tant de fois. Il n'avait plus de pouvoir. J'ai regardé Maître Valois. Il a pris la parole d'une voix posée, mais qui ne laissait place à aucune contestation. Mettons de côté les affects et concentrons-nous sur les faits.
Il a fait glisser une copie du bail commercial sur la table. Ce document stipule que Madame Aliénor Laurent est la seule garante financière de ce commerce. Les relevés bancaires prouvent qu'elle a payé la totalité des loyers et des charges depuis des années. Légalement, Madame, dit-il en s'adressant à ma mère, sans elle, il n'y a pas de boutique. C'est aussi simple que cela. Le visage de ma mère s'est décomposé. Coralie, elle, a explosé. C'est ridicule. C'est la boutique de maman. Elle y a mis toute sa vie. Vous ne pouvez pas la lui voler. Ce n'est pas un vol, mademoiselle, a rétorqué l'avocat. C'est l'application du droit. Votre sœur a porté ce fardeau financier. Aujourd'hui, elle a le droit de décider si elle continue ou non. Le silence s'est installé. Ils m'ont regardé, comprenant enfin que le rapport de force avait changé. Leurs armes habituelles, la culpabilité, l'intimidation, les larmes étaient inefficaces dans cette pièce. Alors, ils ont changé de stratégie. Ils ont essayé la supplication. Aliénor, mon bébé. A commencé ma mère, sa voix se brisant. On est une famille. On peut s'arranger. Paie juste le loyer encore ce mois-ci, pour me laisser le temps de trouver une autre solution, a coupé Coralie, avec un sourire faussement conciliant. On a tous dit des choses qu'on ne pensait pas à Noël. Passons l'éponge. Thibaut a même murmuré, je suis désolé, Ali. Vraiment. Aide-moi juste à finir mon année et je te promets que je trouverai un travail. Des promesses. Toujours les mêmes. Des mots vides que j'avais entendus 100 fois. J'ai pris une profonde inspiration. C'était à mon tour de parler. Vos excuses arrivent 17 ans trop tard. Et vos promesses n'ont plus aucune valeur à mes yeux. Je les ai regardées, un par un. Ce n'est pas moi qui ai détruit cette famille. C'est votre cupidité et votre ingratitude. La boutique est peut-être l'héritage de papa, mais vous avez sali sa mémoire en la transformant en un outil pour m'exploiter. C'est terminé. Leurs visages se sont durcis à nouveau. Ils avaient compris. La partie était finie. Mais avant de partir, ma mère allait me lancer une dernière malédiction, la plus terrible de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Maître Valois, sentant que la discussion arrivait à son terme, a posé un document sur la table. C'était un accord de transfert de bail. Il y a une solution, a-t-il expliqué calmement. Si Madame Bernadette Laurent peut fournir une garantie bancaire suffisante ou trouver un nouveau garant, Madame Aliénor se retirera sans aucune poursuite et vous pourrez continuer l'activité. Il leur tendait une perche, une sortie honorable. Mais c'était une perche qu'ils étaient incapables de saisir. Nous savions tous qu'ils n'avaient ni l'argent, ni les contacts, ni la crédibilité pour obtenir une telle garantie. L'avocat ne faisait que formaliser leur impasse. Le visage de ma mère est passé par toutes les couleurs. La supplication a laissé place à une haine pure, froide. Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol dans un bruit strident. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu n'es pas ma fille », a-t-elle articulé, chaque mot chargé de venin. Le jour où ton père est mort, j'ai perdu un mari, mais j'aurais dû comprendre que j'avais aussi perdu une fille. Tu n'as rien de lui. Tu es une étrangère. Cette phrase aurait dû me dévaster. Venant de ma propre mère, elle était d'une violence inouïe. Mais étrangement, elle ne m'a pas atteinte. Au contraire, elle m'a libérée. En me reniant, elle coupait le dernier lien émotionnel qui pouvait encore me retenir. Elle confirmait que tout ce que j'avais fait n'avait jamais été par amour, mais par devoir. Et que ce devoir était désormais caduc. Coralie a attrapé le bras de ma mère. « Viens, maman. On n'a plus rien à faire ici. On n'a pas besoin de sa pitié. » Elle m'a lancé un regard qui promettait une rancune éternelle avant de les guider vers la porte. Thibaut les a suivis, la tête basse, sans un regard pour moi. La porte s'est refermée. Le silence dans le bureau était total, presque assourdissant. Je suis restée assise, immobile, regardant la chaise vide en face de moi. « Vous avez été très courageuse », a dit doucement Maître Valois. J'ai hoché la tête,
incapable de parler. Courageuse? Je me sentais surtout vide. J'avais gagné, mais je n'éprouvais aucune joie. C'était une victoire au goût de cendre. J'avais perdu ma famille. Ou peut-être avais-je simplement accepté qu'elle était perdue depuis longtemps. Je me suis remémoré un souvenir lointain. J'avais peut-être 10 ans. Mon père venait de finir d'installer les premières étagères de la boutique. Il m'avait hissé sur ses épaules pour que je visse la toute première pomme en bois sculptée sur la plus haute étagère. Ma mère était là, elle riait. Son rire était si différent à l'époque, si léger. Elle était heureuse. Le chagrin et les difficultés l'avaient transformée en cette femme amère et manipulatrice assise en face de moi quelques minutes plus tôt. C'était une tragédie. Une immense tragédie. Mais ce n'était plus mon fardeau à porter. Maître Valois m'a ramené au présent. Que souhaitez-vous faire de la boutique, Aliénor? J'y avais réfléchi. Je veux la liquider. Vendre le stock, résilier le bail. Je veux tourner la page. Il a hoché la tête. C'est une sage décision. Quelques jours plus tard, j'ai fait une dernière chose. Après avoir reçu une avance sur la vente du stock, j'ai fait un chèque. Un petit chèque, d'un montant de quelques centaines d'euros. Je l'ai mis dans une enveloppe, sans un mot, et je l'ai posté à la dernière adresse connue de ma mère. Ce n'était pas un acte de pardon, ni une tentative de réconciliation. C'était un point final. Un acte symbolique pour clore 17 ans de transactions. C'était le dernier paiement. Après ça, ma dette, qu'elle soit réelle ou imaginaire, était réglée. J'étais enfin libre. Mais que fait-on de sa liberté quand on a passé la moitié de sa vie en cage? La question me terrifiait et m'excitait à la fois. J'allais devoir réapprendre à vivre pour moi. Et la première étape, c'était de trouver un nouveau sens au mot « donner ». Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le silence de mon téléphone était à la fois apaisant et déstabilisant. Plus d'appels de détresse, plus de demandes urgentes, plus de drames. Juste, le calme. Et dans ce calme, je devais faire face à moi-même. J'ai aussi commencé à voir les conséquences concrètes de mes décisions, non pas avec satisfaction, mais avec une sorte de détachement objectif. La boutique, le charme normand, a été vidée et fermée en moins d'un mois. La belle enseigne en bois que mon père avait sculptée a été décrochée. J'ai entendu dire que le local avait rapidement été reloué par une chaîne de crêperies. Le rêve de mon père avait définitivement disparu. Thibaut a été renvoyé de son école d'art. Manon m'a raconté l'avoir croisé à Paris lors d'un déplacement. Il travaillait comme serveur dans un bar branché. Il avait l'air fatigué et se plaignait constamment de son sort, accusant toujours le monde entier de son manque de succès. Il n'avait toujours pas compris. Coralie a dû vendre sa Peugeot. Elle a déménagé dans un studio en banlieue. Son fil Instagram, autrefois rempli de photos de soirées et de shopping, est devenu silencieux. Quant à ma mère, elle et Coralie avaient trouvé un petit appartement social. Je ne savais pas exactement où, et je ne voulais pas le savoir. La rupture était totale. J'aurais pu m'arrêter là. Profiter de mon argent, de ma liberté retrouvée. Voyager, m'acheter une belle voiture, un plus grand appartement. Toutes ces choses que je m'étais refusées pendant si longtemps. Mais curieusement, je n'en avais pas envie. Mon combat ne m'avait pas rendu matérialiste. Au contraire, il m'avait donné une soif de sens. J'avais passé des années à donner de l'argent à des gens qui ne le méritaient pas. Je voulais découvrir ce que c'était que de donner vraiment. L'idée m'est venue un soir de novembre, alors que les premières décorations de Noël commençaient à apparaître dans les rues. Noël, cette fête qui avait été le théâtre de ma plus grande humiliation, était aussi celle que mon père préférait. Il aimait sa générosité, sa chaleur. J'ai décidé de me réapproprier cette fête. De la transformer en quelque chose de positif. J'ai contacté une association caritative locale qui s'occupait des personnes âgées isolées et des familles en difficulté. Je leur ai proposé mon aide, non seulement en tant que bénévole, mais aussi en tant que partenaire financier. Avec l'argent que j'économisais chaque mois, une somme considérable, j'ai proposé de financer un grand projet, un véritable réveillon de Noël solidaire, ouvert à tous ceux qui seraient seuls ou dans le besoin le 24 décembre. L'association a accepté avec enthousiasme.
Et je me suis lancée à corps perdu dans ce projet. C'était la première fois que je construisais quelque chose pour moi, pour mes valeurs. J'ai utilisé mes compétences en gestion pour organiser l'événement, négocier avec les traiteurs locaux, trouver une salle, coordonner les bénévoles. Manon et même quelques-uns de mes clients, comme Madame Dubois, touchés par mon histoire, se sont joints à moi. Le soir du 24 décembre, un an exactement après le dîner de l'enfer, je n'étais pas dans une maison remplie de tensions et de reproches. J'étais dans la salle des fêtes de la ville, décorée avec soin. Il y avait des dizaines de personnes. Des personnes âgées qui n'avaient plus de famille, des mères célibataires avec leurs enfants, des gens qui avaient perdu leur travail. L'ambiance était remplie de rires, de musique douce et de l'odeur réconfortante du vin chaud. J'ai passé la soirée à servir, à discuter, à écouter les histoires des uns et des autres. J'ai vu un vieil homme, les larmes aux yeux, me dire qu'il n'avait pas eu de vrai repas de Noël depuis la mort de sa femme. J'ai vu des enfants s'émerveiller devant le sapin et les petits cadeaux que nous avions pu rassembler. Ce soir-là, en regardant tous ces visages heureux, j'ai compris la différence fondamentale. L'argent que je donnais à ma famille était indu, il ne créait que de la dépendance et de l'amertume. L'argent et le temps que je donnais ici se transformaient instantanément en joie, en gratitude, en lien humain. Je n'avais pas perdu une famille. J'en avais trouvé une nouvelle, plus grande, plus sincère. Ce soir-là, je n'étais plus la victime d'une histoire triste. J'étais l'auteur d'une nouvelle histoire, une histoire de résilience et de partage. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. La vie a repris son cours, mais elle n'est plus la même. Le réveillon solidaire est devenu une tradition annuelle dans notre ville, un événement attendu et apprécié. Mon cabinet de conseil a prospéré, ma réputation professionnelle, un temps menacée, s'est consolidée, bâtie sur l'honnêteté et la résilience que mes clients ont su reconnaître. J'ai finalement acheté mon propre appartement, un lieu lumineux avec vue sur les toits de la vieille ville, un sanctuaire qui n'appartient qu'à moi. Je n'ai plus jamais eu de contact avec ma mère, ma sœur ou mon frère. Parfois, une pensée pour eux me traverse l'esprit, un écho lointain d'une autre vie. Je ne ressens plus de haine, ni même de colère. Juste une profonde tristesse pour ce que nous aurions pu être, et une infinie reconnaissance pour la paix que j'ai trouvée en acceptant ce que nous étions devenus. Avec le recul, je tire de cette épreuve une leçon fondamentale, une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt et que je veux partager avec vous aujourd'hui. J'ai passé 17 ans à croire que l'amour inconditionnel signifiait dire oui à tout. Oui à leurs besoins, oui à leurs caprices, oui à leurs exigences. Je pensais que c'était ça, être une bonne fille, une bonne sœur. Je pensais que mon amour se mesurait à l'aune de mes sacrifices. J'avais tort. Le véritable amour, que ce soit pour sa famille, ses amis ou soi-même, n'exige pas l'effacement de soi. L'amour sain encourage la croissance, le respect mutuel et l'autonomie. L'amour toxique, lui, se nourrit de la dépendance, de la culpabilité et de l'obligation. En disant oui à tout, je ne les aidais pas. Je les maintenais dans un état d'immaturité perpétuelle. Mon aide était devenu leur poison, et le mien. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est la suivante: non est une phrase complète. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de respect de soi. C'est tracer une ligne dans le sable et dire mon bien-être, ma santé mentale, mon avenir compte aussi. C'est enseigner aux autres comment ils ont le droit de nous traiter. Au début, dire non est terrifiant. On a peur du conflit, de la réaction, du rejet. Mais chaque non que vous prononcez pour protéger vos limites renforce votre estime de vous-même. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, mais de construire une porte et de décider qui a le droit d'entrer. Je pense souvent à mon père. Je crois qu'il serait fier. Non pas parce que j'ai tenu ma promesse d'enfant, mais parce que j'ai finalement compris la leçon la plus importante qu'il essayait de m'enseigner: la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle supporte, mais à ce qu'elle construit. Et pour construire sa propre vie, il faut parfois accepter de laisser l'ancien bâtiment s'effondrer. Mon histoire est un voyage douloureux, mais nécessaire, pour retrouver qui j'étais. Si vous vous êtes reconnu dans une partie de mon récit, si vous vous sentez pris au piège par le devoir ou la culpabilité, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que vous avez le droit de choisir votre propre chemin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Votre soutien et votre présence comptent énormément. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à partager votre propre expérience ou vos sentiments dans les commentaires. Parfois, le simple fait de partager son histoire peut être le premier pas vers la guérison. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de vous respecter.